Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Si vous avez envie d'écouter une histoire poignante, vous êtes sur le bon épisode. Découvrez le parcours d'Arbi Madaj, un ex-trafiquant de drogue qui a fait 7 ans de prison avant de sortir pendant le premier confinement en mars 2020. Une sortie récente mais avec un projet précis en tête, créer le premier jeu de prévention de la délinquance. RPS, remise de peine supplémentaire, a émergé dans l'esprit d'Arbi pendant son année d'isolement en prison. Cette idée a fini par devenir un véritable jeu de société à sa sortie, avec un succès bien au-delà de ses espérances. Comme parfois en Bretagne, la pluie s'était invitée au début de l'enregistrement, mais elle s'est rapidement arrêtée. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Arbi, merci beaucoup de nous recevoir ici à Rennes pour nous parler de RPS. Avant de parler un petit peu de ton jeu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci pour cette invitation et bienvenue chez moi. Je m'appelle Arbi Madaj, j'ai 42 ans et je suis passé par la case prison. J'ai effectué un peu plus de 7 ans et demi de détention pour trafic de stupéfiants, dont 1 an d'isolement. Et c'est à isolement que j'ai eu une idée, une réflexion pour créer un jeu de société basé sur le système judiciaire et les milieux carcérales. On va revenir un petit peu justement sur ton parcours. Donc en 2012, tu es condamné pour trafic de stupéfiants. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta peine et est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti à cette époque ? J'étais condamné à 9 ans de prison, dont 6 ans de sûreté à cette époque. 6 ans de sûreté, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, il fallait effectuer 6 ans de prison avant de faire des démarches d'insertion, par exemple. Parce que j'ai senti que la peine était lourde, pour commencer. Et je me suis dit que voilà, je m'y attendais. J'étais inconscient au début sur ce qu'on faisait, dans le trafic, etc. On ne se rendait pas compte, on était engrainé sur ces choses-là. Mais une fois que j'ai pris ma peine, que j'ai mis les pieds en prison, je me suis dit je vais faire le maximum pour sortir le plus vite. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Tu dis que tu as été engrainé. Comment t'en es venu à ce trafic ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, j'ai raconté un peu partout, donc ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis arrivé en France en 1996 de l'Albanie. J'étais demandeur d'asile à l'époque. J'avais pas de papier, pas de diplôme, je parlais pas français. Et je voulais devenir joueur de foot professionnel. Ça a pris fin suite à une grave blessure au genou. Donc de 1996 en 2002, j'étais en situation irrégulière en France. J'ai obtenu mon premier titre de séjour en 2002 et j'ai travaillé comme agent de sécurité pendant 3 ans à l'époque. Et je traînais avec des gens qui étaient déjà impliqués ou ancrés dans le trafic. Ils avaient de belles voitures, les poches pleines à l'époque. On m'a proposé un jour de vendre 200 grammes de cocaïne. Je savais que je pouvais faire de l'argent avec, même si j'avais pas de clients pour l'en vendre. Du coup, j'ai dit oui sans prendre en compte les risques. Donc je suis devenu dealer à cette époque-là. J'étais pas né dealer, je vous rassure. Et voilà comment je suis entré dans le trafic. Plus le temps est passé, plus les quantités ont remonté. Et voilà. Je veux dire juste qu'à long terme, le trafic ne paye pas. Et que la délinquance ne paye pas. Pendant ton incarcération, tu nous disais que ça s'était pas passé tout à fait comme prévu, notamment parce que tu as vécu une histoire d'amour avec une surveillante et ça t'a valu 1 an d'isolement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, l'isolement ? L'isolement, on est coupé de tout lien avec les autres détenus. Pas d'activité collective, pas de terrain de foot, pas de cours collectifs, pas de travail. Donc les journées sont longues. Le temps est long, là, l'isolement. J'ai vu des personnes à côté qui pètent un câble tous les 2 jours, tous les 3 jours, où ils se cachetonnaient, on n'entendait plus parler d'eux. On est accompagné dans chaque mouvement par 2 ou 3 surveillants. Donc pas d'intimité, ou peu d'intimité ? Si, parce qu'on est tous enfermés dans la cellule quand même. Donc il n'y a personne avec nous dans la cellule. L'intimité, c'est ça, mais la solitude, en fait, à long terme, ça tue. Ça tue l'esprit, ça tue le cerveau. Physiquement aussi, c'est une routine en fait qui dégrade la santé mentale, psychologique, tous les jours en fait. Et c'était vraiment dur. Alors toi, tu as réussi à trouver une occupation ou une idée pour t'occuper l'esprit à ce moment-là, on va en parler un tout petit peu plus tard. Mais globalement, comment est-ce que les autres qui n'ont pas eu l'idée que toi tu as eue font pour s'occuper justement pendant toute cette période d'isolement ? Il y a beaucoup de personnes qui lisaient la lecture. Il y a les chaînes télé en boucle, les chaînes d'infos en boucle pour s'informer de ce qui se passe à l'extérieur. Avec les peu de personnes que j'ai pu parler, parce qu'à l'isolement, c'est pas n'importe qui va à l'isolement. À l'isolement, il y a un moment que j'avais beaucoup de personnes incarcérées pour des faits de terrorisme qui sont placées à l'isolement pour ne pas contaminer d'autres personnes incarcérées. Et avec les personnes que j'ai pu parler, c'était la lecture en fait. La lecture, malheureusement, d'autres ils se cachetonnaient, ils prenaient des médicaments pour ne pas voir les journées passer, quoi.
Et moi, je voulais surtout pas devenir un légume parce que j'avais des parloirs, j'avais ma famille. Je voulais pas me présenter devant ma famille comme quelqu'un qui n'avait pas tout son esprit en fait. Je voulais pas faire du mal à ma mère et à ma famille. Et du coup, c'est pendant ta période d'isolement que tu as eu l'idée de créer le jeu RPS, donc remise de peine supplémentaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée t'est venue ? C'est fou en fait parce que même aujourd'hui, je me rends pas compte qu'est-ce que ça pouvait devenir ce projet-là. On m'a placé à l'isolement pour me couper les liens avec cette surveillante parce qu'elle elle insistait sur le fait que elle voulait venir me voir au parloir, etc., etc. Moi, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour les embêter maintenant on me place à l'isolement sans justifier vraiment les mesures. On me dit, on me place à l'isolement pour la sécurité des personnes, l'établissement, vu qu'on ne m'a pas trouvé de portable en cellule. Donc, d'un côté, on nous trouve des téléphones, on nous condamne. De l'autre côté, on ne trouve pas de téléphone, on me place à l'isolement. On m'a justifié une mesure d'isolement, en fait, avec des mensonges. Il faut dire ce qu'il y a. À l'isolement, je me suis dit, pour tuer le temps, il faut que je trouve quelque chose, une occupation. Parce que franchement, je ne comprenais pas, je ne savais pas combien de temps ça allait durer déjà. Et j'ai commencé à noter sur des bouts de papier les délits qui passaient en boucle à la télé. Et moi, par rapport aux personnes incarcérées que j'avais vues auparavant, le vol, les violences, les trafics. Et je commençais à noter ça sur des bouts de papier. Et du coup, j'ai demandé à la direction de la maison d'arrêt de Brest à l'époque de me prêter le code pénal de la prison. La directrice elle a dit oui, il n'y a pas de problème, ils ne nous embêtent pas. Ils n'ont pas ouvert des grands yeux quand tu leur as demandé le code pénal ? La deuxième semaine, pas la première semaine. Au début, ils ont dit peut-être qu'il faut faire des démarches ou des recours, etc. Donc, ou appel à une décision, il a besoin du code pénal. Mais non, parce que tous les recours, c'était des recours administratifs qu'il fallait faire suite à une mesure d'isolement. Donc ça n'avait rien à voir. Et une semaine après, à partir du moment où j'ai commencé à noter à la main, j'ai écrit à la main chaque article du code pénal que j'avais choisi pour ce jeu. Mais je ne savais pas que j'étais en train de créer un jeu au début. C'était un passe-temps pour commencer. Et on m'a passé le code pénal. Je commençais à noter tous les articles. Je suis allé voir le psychologue un jour et je vois un calendrier dans son bureau tout neuf, au mois de novembre 2017. J'ai dit, écoutez, à la fin de l'année, est-ce que vous pouvez me passer ce calendrier-là ? Je vais faire un jeu. Il me dit, non, je vous donne tout de suite, il n'y a pas de souci. Et à partir du moment où j'ai pris ce calendrier-là, je me suis dit, allez, là j'ai le plateau du jeu maintenant. J'étais fou à l'époque, 365 cases. pour faire un jeu de société. Et j'y tenais bon dans ma tête, je disais c'est ça, la prison c'est long, 365 cases. C'est long aussi, mais il faut montrer aussi que la prison c'est pas le Club Med. Bon, une fois sorti de prison, je me suis rendu compte que c'était une bêtise. Donc j'ai réduit ça en 52 cases, comme les 52 semaines de l'année, ça revenait à la même chose. Donc même si je me répétais sur les activités, je me répète moi sur les 52. Et par la suite, je me suis rendu compte que j'étais en train de créer un jeu, mais je ne connaissais pas la suite, je ne savais pas ce qui allait se passer derrière. Donc moi, le projet, il me permettait de tenir bon à l'isolement, et surtout de me projeter pour la suite, pourquoi pas. Mais j'ai jamais imaginé ce qu'il allait se passer, quoi. Et une fois que le projet a commencé à se concrétiser, à devenir sérieux, à vraiment aboutir comme un jeu, quel a été ton objectif en poursuivant justement la création de ce jeu ? Est-ce que c'était améliorer la prévention, informer sur les conditions carcérales ou complètement autre chose ? On n'était pas encore là. Moi, il me restait encore des années de prison à faire après 2017. Je vous rappelle que je suis sorti de prison l'année dernière, en mois de mars, en plein confinement. Donc, ça a dû faire bizarre d'ailleurs. Ça m'a fait bizarre. Non, parce que je me suis dit, allez, c'est pas grave. Certains vont dire, manque de bol. 7 ans de prison, un peu plus de 7 ans, 1 an d'isolement, il sort en plein confinement. Donc là, il n'y a pas de chance. Mais non, moi j'étais heureux. Je me suis retrouvé enfermé chez mes parents. Mais au moins, ça m'a permis de finaliser ce projet et surtout de tourner la page avec la case prison une fois pour tout. Donc, on m'a libéré sur des conditions, libération conditionnelle, qui a pris fin depuis le 23 septembre, c'est tout récent. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, plus jamais de conneries, quoi. Ça y est, j'ai assez fait souffrir ma famille, mes enfants, je ne les ai pas vus grandir. Et j'avais un projet dans les mains que je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc j'ai pris contact avec une association qui s'appelle ADI pour un prêt, pour la création d'entreprise, quand je suis sorti de prison. Et pour en revenir à la question, c'est 2 ans et demi qu'il me reste à effectuer en prison parce que je suis resté 4 mois à Brest, on me transfère de nouveau au Havre, on me place encore de nouveau à l'isolement pendant 8 mois là-bas. Pour la fin, pour me dire, écoutez, on n'a rien à vous reprocher, vous avez eu un comportement exemplaire à l'isolement. Donc on me ramène de nouveau à Rennes. À Rennes, c'était encore, il fallait tout recommencer, les démarches d'insertion, changer mon titre de séjour parce qu'il n'était plus valable depuis 2 ans et demi, avoir des permissions de sortie, déposer le brevet du jeu, etc. Donc, en plus, j'étais marqué en rouge sur mon dossier à l'administration pénitentiaire, parce que voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de leur côté.
Et plus le temps est passé, plus le projet il prenait forme, mais moi j'améliorais tous les jours. Il y a des idées qui me venaient dans la tête, je disais mais non, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est comme ça. Une fois sorti, après j'ai fait toute la démarche avec une designeuse, même si j'avais tout en tête. Surtout il fallait trouver l'imprimeur pour imprimer le jeu. On m'a dit il fallait passer par les grosses boîtes. Je dis mais non, moi je suis pas une grosse marque, je passe par les grosses boîtes, il va me rester quoi? Il faut vivre quand même. Et donc voilà, j'ai trouvé les bonnes personnes on va dire. Et les jeux, c'est quelque chose que tu aimais particulièrement avant? Tu jouais beaucoup aux jeux de société? Ou alors ça s'est vraiment juste fait comme ça? T'as pris tes bouts de papier, t'as noté les éléments du code pénal, et puis au fur et à mesure, t'as assemblé ça a fait un jeu comme ça aurait pu faire autre chose. Eh ben je vais vous surprendre. J'ai jamais joué aux jeux de société auparavant. Moi je viens d'un pays de l'Albanie où la dictature a régné pendant des années et des années. Ouais. Et mes parents, ils avaient le droit d'un seul cadeau pour leurs enfants à l'époque, sur les périodes de Noël, Nouvel An, quoi. Quand je recevais un ballon de foot, c'était le jackpot, mais parfois, j'avais des cadeaux de filles. On ne choisissait pas à l'époque. Donc les jeux de société, comme les Monopoly maintenant, etc., parce que je commence à m'enseigner un petit peu quand même, j'ai jamais joué, et en France non plus. Ouais. Donc moi, quand j'ai commencé à faire le parcours, j'ai fait le parcours du jeu par rapport à ce que j'avais en tête. J'ai fait à ma sauce. Je me suis dit, voilà, moi, je m'en fous ce qu'ils vont me dire ou ce qui va se passer. Je savais même pas ce que ça allait donner ce jeu déjà. Donc pour vous dire que non. Non. Est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi consiste RPS et est-ce que tu peux nous raconter une partie type? RPS, ça veut dire remise de peine supplémentaire. Les personnes incarcérées, en fait, font des efforts de réinsertion pour bénéficier de remise de peine supplémentaire. Tous les ans, chaque détenu a le droit à 3 mois de remise de peine supplémentaire en faisant des efforts de réinsertion, c'est-à-dire obtenir des diplômes, le code de la route, un permis de conduire s'il est permissionnable, de travailler en détention, d'effectuer des versements volontaires aux parties civiles ou aux amendes, avoir un suivi psychologue, donc ça fait des crédits de réduction de peine. Et du coup, le jeu, c'est de montrer le parcours du combattant pour bénéficier de remise de peine supplémentaire en faisant des efforts de réinsertion. Mais attention, en détention, les tentations sont énormes, tout en évitant les fautes disciplinaires. Oui. Pour commencer la partie, chaque joueur tire une carte, prend connaissance du délit qu'il a commis, de la peine encourue et de l'amende qui va avec. À partir de là, chaque joueur a dans sa case la date de fin de peine. Par exemple, pour discrimination, on risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il existe déjà les remises de peine automatiques que M. Dupond-Moretti voulait supprimer à partir de 2023. Je ne sais pas ce qu'il a piqué celui-là. Les prisons sont déjà assez blindées. Une cellule de 12 mètres carrés partagée par 2 voire 3 détenus. Lui, il veut faire quoi? Il veut supprimer carrément les remises de peine automatiques. Donc, il veut laisser les remises de peine supplémentaires en faisant des efforts. Sauf que dans une prison, par exemple, comme à Rennes, où il y a 800-900 détenus, il n'y a pas plus de 200-250 places de travail. Donc, comment ils vont faire les autres? En gros, ce qu'il veut faire Dupond-Moretti, je ne rentre pas dans la politique, il veut faire une grosse connerie. Et le but du jeu, c'est de sortir de prison le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça, donc en enchaînant les remises de peine supplémentaires et en évitant les fautes disciplinaires. Justement, en gros, c'est comme dans tout le jeu, il y a des points positifs et des points négatifs. Oui. Par rapport aux efforts qu'on effectue, la peine est diminue, et si on fait des fautes disciplinaires, la peine remonte. C'est la vérité, j'ai connu des jeunes entrés en prison pour 3 mois ou 6 mois, ils sortent 2 ans ou 3 ans après. À cause des fautes disciplinaires, du coup. Bien sûr, le comportement. Et les bons points, tu nous as donné quelques exemples. Est-ce que les fautes disciplinaires, tu peux nous donner quelques exemples également? Bien sûr, de se faire prendre avec un téléphone portable, par exemple, ou avec du trafic, avec des violences, avec des menaces, des dégradations. C'est les mêmes choses qu'à l'extérieur, qui sont pris en compte à l'intérieur, mais à l'intérieur, la punition est double, voire triple. D'accord. Sanction pénale, sanction disciplinaire et les retraits de réduction de peine. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, j'imagine que certains comportements sont aussi exacerbés par le fait qu'il y ait une surpopulation carcérale, que tout le monde soit les uns sur les autres et que les conditions de vie, quand on voit la prison des Baumettes à Marseille par exemple, on a du mal à croire que ça se passe en France au XXIe siècle. Moi j'ai connu des prisons, des anciennes prisons, comme Jacques Cartier, comme celle de la maison d'arrêt de Caen, Angers. Ça y est, c'est dépassé. Hein. C'est 2 douches par semaine, 3 douches par semaine. Et si tu te lèves pas avant 8h30 du matin, t'as pas le droit de prendre la douche, ça crée des tensions. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à dormir la nuit, ils sont déjà incarcérés. Ils n'arrivent plus à dormir. Et le matin, ils ont besoin de récupérer. On vient, pas de douche les gars, ok, salut, on nous ferme la porte. Mais non, mais surveillant, il n'y a plus de surveillant, il n'y a pas que ça à faire en fait. Les nouvelles prisons comme Rennes, par exemple, au Havre, celles qui sont construites depuis 2010, il y a les douches en cellule. Mais sauf que le problème, c'est qu'il y a des matelas par terre.
C'est-à-dire une cellule de 12 mètres carrés. Quand je dis 12 mètres carrés, je prends le maximum. Ouais. Il y a 2 lits superposés, mais il y a un matelas par terre. Donc à partir de 22h, tu ne vas pas prendre une douche parce que tu vas réveiller les personnes. Ou on prend un autre exemple plus flagrant. 3 personnes, 3 avis différents pour regarder une chaîne télé. C'est la loi du plus fort derrière. Ouais. Donc voilà ce qui se passe. Déjà que c'est compliqué, des fois, les chaînes télé à la maison, alors... Ben, il y a des supporters de foot qui veulent regarder un match de foot, mais il y a d'autres qui veulent regarder des séries, d'autres qui veulent regarder les reportages télé. Voilà, ça crée des désaccords. Et c'est compliqué derrière pour la On réinsertion. ne nous a pas enfermés pour rien, donc on a une peine à effectuer. On a commis quelque chose contre la société, il faut payer leur dette. Première chose, il faut qu'on soit d'accord. Hein. Je pleure pas, je dis pas. Quand je parle des conditions, c'est pas moi qui le dis, c'est les Cour européenne qui condamne la France tous les ans sur les conditions indignes des détenus. Moi, ce que je veux dire, si on entre dans cette démarche-là de la réinsertion, on rencontre une conseillère d'insertion de probation qui nous dit, écoutez, j'ai 90 dossiers à gérer. Ok, madame, pleurez pas chez moi, pleurez chez votre direction. Vous dites, les taux de récidive sont élevés, ok, mais qu'est-ce que vous faites en même temps? Moi, je suis sorti de prison, j'avais pas d'hébergement, pas de travail. Voilà. Et on me donne une conditionnelle d'1 an et demi. Donc, si je ne respecte pas les conditions, c'est-à-dire si je travaille pas, on me renferme encore. Mais madame, vous avez eu 7 ans et demi pour préparer ma sortie. Vous l'avez pas fait. Donc, je vous respecte pas, madame. À la fois, ils jouent le rôle d'assistant social dans les prisons, les SPIP. Ils sont procureurs, ils sont juges. Ils font le travail de tout le monde, en fait. Alors que moi, quelques années après, j'ai fait plusieurs demandes d'aménagement de peine. La question qui revenait tout le temps, bon monsieur, vous avez reconnu les faits. Mais qu'est-ce que vous avez rien à foutre si j'ai reconnu les faits ou pas? On m'a jugé une fois, moi je juge 2 fois en appel. J'ai pris ma peine. Pourquoi on joue avec les mots? Laissez tomber mon CV, mon casier. Essayez de voir qu'est-ce que je suis capable de faire à l'extérieur. Est-ce que je peux me réinsérer vraiment? Quelle porte vous m'ouvrez? Non, ils sont toujours à l'ancienne. Non, vous êtes capable de ci, de capable de ça. Oui, mais je suis capable de faire des jeux aussi, d'aller à l'encontre des jeunes. Voilà, je vous emmerde. Du coup, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une bonne voie pour la réinsertion? Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est facile de dire, sinon tout le monde va créer des entreprises. Tous les détenus, ils vont avoir tous des entreprises, ils vont être tous dehors. Mais à la fin, ils vont faire quoi? Mais non, franchement, il y a des personnes qui font vraiment leur travail chez les SPIP, et accompagnent vraiment les détenus, mais il y en a d'autres qui sont là pour te porter préjudice, parce qu'ils n'aiment pas ta tête, parce que tu as dit quelque chose de vrai qui ne leur plaît pas. Voilà. Et je ne les porterai jamais dans mon cœur. Je vous dis la vérité, je l'ai dit en face, ils m'ont fermé des portes, parce que j'ai dit des choses vraies. Mais voilà, ils sont dans leur monde aussi. Moi, je suis dans la mienne. Moi, je vais sur le terrain, je vois ce qui se passe sur le terrain. Ah, ils sont dans leur bureau, ils font un opinion. Ils pensent que, ils voient que, celui-là, ça, celui-là. Non, moi, je vais sur le terrain, je vois. Je suis avec les jeunes, je suis avec les personnes sorties de prison, par exemple, qui sont en train de s'insérer. Je vois, et c'est toujours le même discours. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'humanité, surtout chez les SPIP à Rennes. Tu disais que tu étais beaucoup sur le terrain. Pour revenir au jeu, est-ce que tu peux nous dire à qui est destiné le jeu que tu as créé, RPS? Je vais vous bluffer un petit peu, hein, mais la délinquance touche tout le monde. Il y a des maires qui sont tombés pour des viols. Il y a des SPIP ou des directeurs de prison qui sont tombés pour abus de confiance. Ça touche tout le monde. On va Balkany, on va Sarkozy, voilà. La délinquance touche tout le monde. On n'est jamais assez informé des conséquences de nos actes. Les éducateurs spécialisés, les jeunes, les formateurs me disent « Nous aussi, on ne connaît pas vraiment la loi ». Quand j'interviens dans les collèges, les collégiens sont comme ça. « Ah oui, je risque cette peine si je fais ça. » Je dis « Oui, vous risquez cette peine. » Ah mais mince. Donc ce jeu, moi je l'ai mis exprès à partir de 12 ans. Pourquoi? Parce que je constate, et c'est ce que je me rends compte, et ce que j'entends dans les collèges, qu'à partir de 12-13 ans, des dealers vont recruter des petits gamins pour faire les guetteurs, à cet âge-là. Donc voilà. À partir de 12 ans, il n'y a pas de limite après. Et du coup, c'est quoi? C'est un jeu qui a joué justement dans un cadre scolaire sous forme de prévention, avec les éducateurs, ou est-ce que ça peut se jouer en famille? J'ai commencé par la fin. On m'a commandé des boîtes de jeux, même dans les EHPAD. Je ne sais pas pourquoi. On m'a commandé des boîtes de jeux. Jamais. La délinquance, c'est partout. Non, par curiosité, par exemple. Ou, voilà, c'était le confinement. On commande des boîtes de jeux en Belgique, en Luxembourg et en Suisse. Pourquoi? Et on me dit, quand je reçois l'appel, oui, est-ce que c'est possible de me livrer en Belgique? Je dis, attendez, c'est pas le même code pénal chez vous? Non, mais on s'en fout. On me dit, nous, un détenu qui crée un jeu, qui va au service des jeunes pour leur montrer que voilà, il me dit, mais nous, il n'y a pas de prix, on s'en fout du code pénal. C'est ce que vous avez fait, ce que nous, c'est le support qui nous intéresse. Et de recevoir tous ces messages de remerciements derrière, mais moi, ça me touche. Je me dis, voilà, pourquoi d'autres n'ont pas fait avant moi? Combien de milliers de personnes sont passées par la case prison avant? Donc, les EHPAD, à l'étranger, les centres de formation. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on m'a acheté plus de 150 boîtes
dans les centres éducatifs fermés et tout ce qui touche à la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Mais leur hiérarchie ferme les portes d'intervenir dans les centres éducatifs fermés parce qu'ils disent le jeu n'est pas adapté au public mineur. Alors que les éducateurs disent mais ça va pas ou quoi? S'il y a bien un jeu qui est adapté au public mineur, c'est celui-là. Et quel argument il t'oppose pour dire que c'est pas adapté au On mineur? m'a jamais osé de me répondre. Ah, ça c'est embêtant. J'envoie des mails, il y a même des députés, des adjoints qui envoient des mails à la PJJ. Ils ont le même retour, comme quoi il n'est pas adapté, alors que quand ils contactent les éducateurs et les directeurs d'établissement, ils disent mais non, s'il y a bien un jeu adapté au public mineur, à la PJJ, c'est bien celui-là. Donc la prise de conscience est immédiate et ça cartonne. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce que peut-être je suis pas passé par eux, ou parce que peut-être je suis intervenu dans un centre éducatif fermé au milieu ouvert et la hiérarchie, ils n'étaient pas d'accord, ou ils n'étaient pas en courant. Je sais pas il y a soit la jalousie, soit l'ego de certaines personnes qui travaillent à la PJJ, surtout à Rennes. La première fois, on me donne un rendez-vous à 14h. La personne arrive à 14h40 du déjeuner. Et moi, j'attendais comme un con, en fait. On m'a pas pris au sérieux. Et ce mec-là, c'est un responsable de la PJJ du Grand Ouest. Il n'est jamais sur le terrain. Il croit tout savoir. Voilà. Toi, tu es sur le terrain, nous, on est sur le terrain. On connaît la problématique. Ces gens-là, ils sont dans leur bureau. Ils font des mails pour dire voilà, tout va bien, etc., etc. Non, c'est pas la vérité. Et moi, quand les gamins ils me disent oui, mais dans 2 semaines, je vais finir ici, j'ai même pas de logement par la suite. Allez, monsieur de la PJJ, trouvez des logements à ces gamins-là, alors. Au lieu de payer des taxis pour faire un transfert de Rennes à Marseille à 1700 €, trouvez un logement à ces gamins-là. Voilà ce qui se passe. Tu disais que c'était le premier jeu de société de prévention de la délinquance. Oui, je l'ai dit haut et fort. Tu te demandais pourquoi personne n'y avait pensé avant. Est-ce que tu as un début de réponse à ça ou une opinion par rapport à ça? Non, mais je vais pas te donner de réponse à ça parce que je l'ai pas, en fait. Je n'ai pas la réponse. Même aujourd'hui, je me dis pourquoi moi. Mais tant mieux. Plus concrètement, par rapport à la création d'un jeu de société, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, la création? Quelles sont les grandes étapes de l'idée à la concrétisation? Les grandes étapes. Oula, c'est la première fois qu'on pose ces questions-là. On commence déjà à avoir l'idée notée sur des bouts de papier. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, j'ai commencé par exemple par les articles de loi. Par la suite, il faut avoir le plateau, le parcours du jeu. Faire le lien après, par la suite, entre les cartes que j'avais choisies et le plateau. Généralement, soit c'est avec des cartes, soit c'est avec des dés. Ça, il n'y avait pas de suspense. Mais surtout, de trouver un imprimeur, le designer, de rendre le jeu ludique, parce que même tous les jeux, on va dire, sont ludiques. Mais même sur ce genre de jeu, quand on parle du code pénal et quand on parle de prison, il faut avoir un but en fait sur le jeu, il faut avoir des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, je les avais, parce qu'il fallait faire des efforts, et les points négatifs, malheureusement, c'est nos bêtises humaines, quoi. Et du coup, à partir du moment où j'ai trouvé l'imprimeur, et franchement, ça s'est enchaîné trop vite, en fait. Et je remercie surtout la presse, parce qu'ils ont beaucoup parlé. D'ailleurs, RPS est produit à 100% en Bretagne. Oui. L'impression, elle est faite par la société Microlinx et l'assemblage par les ateliers d'insertion du Pays Rennais. Est-ce que c'était important pour toi que la création se fasse en Bretagne? Mais tout à fait. Comme je vous ai dit, moi je suis arrivé en Bretagne en 96 à Rennes, donc j'ai vécu plus en Bretagne qu'à mon pays. Donc c'était important pour moi par rapport au lien que j'ai créé avec la Bretagne. J'ai jamais bougé, donc la preuve que la région me plaît. Et du coup, c'était important parce que Microlinx, c'est une grosse imprimerie reconnue en France. Et ils m'ont ouvert vraiment la porte, ils m'ont dit écoutez, on va travailler ensemble, on va vous donner un coup de main. Et l'atelier d'insertion Pays Rennais, ça me tenait vraiment à cœur parce qu'ils embauchent des anciens détenus, hommes et femmes, pour commencer, et des personnes issues des quartiers défavorisés. Moi, c'était important de les faire participer en même temps. Donc, ces petites associations qui ont eu des difficultés par rapport au Covid, voilà ouais. Pourquoi. Alors, je pense avoir la réponse à ma prochaine question par rapport à tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant. Mais est-ce que tu pensais que ton jeu aurait autant de succès quand tu as commencé à le créer? Ou en tout cas, quand ça s'est concrétisé en jeu? J'avais le but, au début, de sortir les 100 premières boîtes. Je me dis, quoi qu'il arrive, au pire des cas, si ça ne marche pas, je vais donner aux associations et je vais travailler à l'usine, je vais faire quelque chose, mais plus jamais de trafic. Et comme je vous ai dit, le jeu est sorti, la presse est venue, il y a eu des articles un peu partout. Je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi ça intéresse autant? Certains journalistes, pour rigoler, me disaient, mais Harbi, on parle d'autre chose que le Covid et on a marre. C'était la période avant l'été, etc. Mais d'un côté, ça intéressait parce que la prison, on ne sait pas beaucoup de choses. La prison, l'administration pénitentiaire ne communique pas. Moi, ça m'a ouvert les portes, la presse. Les réseaux sociaux, ils ont fait leur travail aussi. Beaucoup d'éducateurs qui m'ont contacté sur les groupes.
Et les premiers 100 boîtes sont partis en 2 semaines. Hmm. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à imprimer 400. Mais ce qui les intéressait aux éducateurs, ils me disaient non, nous, c'est pas le jeu qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des interventions. Toi, avec le jeu. Parce que le jeu, c'est super, c'est un outil pédagogique. On était en manque d'outils pédagogiques de ce genre. Je fais encore appel à la PJJ. Oui, monsieur, madame de la PJJ. Vos éducateurs me disent on était en manque d'outils pédagogiques de ce genre. Donc, le jeu, vous inquiétez pas, il fait un carton chez vous. Et ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, mais oh là là, je vais faire des interventions, mais faire quoi? Il me dit, mais non, mais Herbie, racontez votre parcours, la création du jeu. Jouer avec les gamins. J'ai compris dès la première intervention que ça crée vraiment des liens. Les gamins sont sans tabou, des questions à tout va. La première question, t'es toujours avec la surveillante? Non. Non. Ah bon? Mais comment ça se fait? Ben voilà, à partir du moment où on a coupé les liens. Donc, pour vous dire qu'il y avait des questions partout. T'as fait de l'argent? T'as brassé combien? Etc. Je dis, les gars, je suis pas venu ici pour faire la promotion des produits de stupéfiants. Par contre, on peut parler des dégâts sur les consommateurs si vous voulez. Et voilà ce qu'ils voulaient vraiment les éducateurs, mais ils avaient raison, ils avaient tout compris. Et moi j'ai compris quelques semaines plus tard, je dis voilà, en fait c'est génial. Je suis resté enfermé longtemps, maintenant je voyage, je traverse la France, je rencontre du monde. Je dis aux jeunes, droit dans les yeux, espèce de con, t'as pas besoin d'aller en prison pour fumer du shit, jouer à l'Xbox ou avoir un téléphone, tu peux le faire de chez toi. Ils m'ont regardé, ils me disaient mais c'est vrai? Ben voilà. Arrête de fumer 30 joints par jour, commence déjà par descendre à 4-5. Parce qu'à 25 ans, tu vas avoir plus de dents. Quelle femme va s'approcher de toi? Tu vas créer une famille par la suite. Et les gamins me disaient, mais t'as raison. Comme j'expliquais, attendez, vous avez des personnes qui sont incarcérées qui vous racontent des conneries à l'intérieur. Hein. Parce que tu peux entrer pour 6 mois, tu peux sortir 3 ans après. Ah bon? Bah oui, c'est pas Club Med à l'intérieur. Voilà les débats et les discussions que j'ai avec les jeunes. Et aujourd'hui, t'es à combien de boîtes vendues? Ou à combien de boîtes éditées? Je vous le cache pas, sur les 600 boîtes éditées, il doit me rester 11. J'ai lancé encore une autre édition là. Bravo. Ouais, c'est génial. Et du coup, quels sont les retours que tu as sur RPS, autant des éducateurs que des jeunes Est-ce que ça aide vraiment des personnes Moi, ce qu'on me dit, c'est que la prévention de la délinquance, on me dit, doit être généralisée. Et moi, je le dis moi-même en premier. Pourquoi? Parce que ça marche, je le constate. Je le constate tous les jours auprès des jeunes. Il y a une prise de conscience immédiate. En fait, on les informe sur les articles de loi, on les informe sur la prison. Moi, j'ai pas eu cette chance. Personne ne m'a dit, attention, tu vas prendre 9 ans pour trafic. Et les gamins, ils pensent que, oui, moi, de toute façon, moi, je suis juste guetteur, je risque rien parce que je suis mineur. Non! Le code pénal des mineurs existe et la prison pour mineurs aussi existe. Ouais. Donc, il faut arrêter ces conneries. Arrêtez-vous de faire manipuler par les trafiquants parce que qu'est-ce qui les intéresse à eux, là? Vous l'utilisez comme des pions. Et derrière, vous allez prendre votre peine. Vous savez ce qu'ils vont vous dire, les mecs? Ouais, t'as balancé. Ils vont même salir, même pourrir. Derrière. Voilà. Et ces mecs-là, c'est même pas des mecs des quartiers. Hein. Vous faites utiliser de votre quartier par des mecs qui viennent de l'extérieur. Et surtout, je me fous de leur gueule aussi. Vous travaillez 30 jours par mois. Vous cotisez pas. Vous n'avez pas de fiche de paye. Vous travaillez dans le stress. Et vous allez finir en prison. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Tu disais que la prison, c'était pas le Club Med, ça je veux bien le croire, qu'il y en a qui manipulaient justement des jeunes comme ça pour aller faire du trafic en leur disant « mais non, c'est pas grave, tu risques rien ». Il y en a même qui pensent que la prison, ça peut faire bien sur le CV, ou c'est même valorisé par certains artistes, chanteurs ou rappeurs. On va pas les citer pour pas leur faire de pub. Quel message tu veux faire passer, toi, par rapport à ça? C'est marrant. C'est marrant parce qu'hier j'étais à Paris et le chauffeur du taxi, on commençait à parler justement de ça. Il parle des rappeurs qui parlent de la rue, ils parlent de prison. Mais combien de personnes sont passées par la case prison? Ils ont fait quoi? 2-3 mois de prison? Combien de personnes ils viennent du cité ou de la rue, par exemple? Il n'y a pas beaucoup. c'est marrant. Et c'était quoi le début de la question? Parce que là, j'ai pensé tellement fort. J'ai pensé tellement fort à cette chauffeur de taxi hier. C'était énorme. Là, je te demandais ce que toi, tu pensais des gens qui faisaient un petit peu la promotion de la prison comme carte de visite ou super ligne sur le CV. C'est ça, parce que... Et comment on pouvait contrer ça? Moi, j'entends des gamins, oui, j'ai envie d'aller en prison parce que je vais sortir, je vais devenir un vrai caïd. Moi, je dis, mais ce que tu penses dans ta tête aujourd'hui, parce que tu vas faire 3-4 ans de prison, quand tu vas sortir, tu vas reconnaître plus personne dans le quartier, parce que les autres, ils vont tomber. Il y a d'autres personnes qui vont venir prendre la place, et toi, tu seras jamais caïd. Pourquoi? Je me dis pourquoi? Parce que tu vas devenir un toxicant en prison, tu vas prendre des cachetons. Personne ne va te calculer là-dedans. Là-bas, tu vas tomber, tu vas être tout seul. Aujourd'hui, tu fais le caïd parce que tu es en groupe,
Je dis, mais les gars, violence en réunion, trafic en bande organisée, offre, cession de produits stupéfiants. Je dis, mais les gars, vous savez même pas où vous mettez les pieds en fait. Moi, je suis juste sur ma chaise, je siffle. Ouais, mais tu fais partie d'une association de malfaiteurs, mon gars. Quand il va ramasser plus haut, il va te ramasser toi aussi. Et tu vas pleurer au 96 heures garde à vue, tu vas sortir un mot qui ne plaît pas aux autres, et tu vas entrer en guerre avec les personnes. Donc, il est temps de décrocher. Ce qu'ils racontent, les rapports, etc., c'est pour vendre, voilà, c'est commercial. Mais c'est pas la réalité de la vie. Donc là, on a parlé de la réinsertion, de comment les gens peuvent sortir de prison. Par contre, quand on quitte le trafic sans être passé par la case prison, il y a un manque à gagner immédiat. Comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces jeunes-là et leur dire demain tu peux sortir de la case trafic parce que tu as telle solution derrière, sans juste leur faire peur avec la prison. C'est simple. Déjà, je veux dire, vous avez de la chance, vous vivez en France. Il existe tellement de structures pour accompagner ces jeunes en France que franchement, un jeune il va quitter le trafic à 14-15 ans. Mais il reste encore des années à faire des études. Ce gamin-là. Bien sûr, ouais. Il peut avoir une formation professionnelle, il peut avoir des diplômes derrière et avoir un parcours propre au travail. Et gagner ses 2000 € par mois et qu'il suffise d'avoir un loyer, payer un loyer, avoir des aides et surtout d'avoir un parcours propre dans sa vie, créer une famille. Il ne faut pas s'inquiéter à cet âge-là, 14-15 ans. C'est pas parce qu'on a raté l'école qu'on ne peut pas devenir quelqu'un dans la vie. Le trafic, en fait, quoi qu'il arrive, la finalité, c'est la prison et les soucis et les problèmes. Quoi qu'il arrive. Je peux leur dire que ça. Donc s'il y a un petit peu plus d'accompagnement au niveau scolaire pour accompagner les jeunes, les aider à trouver une voie, j'allais dire honnête, mais le métier qu'ils veulent faire, les études qu'ils veulent faire, ça du coup c'est quelque chose. Bien sûr, mais il faut que le gamin veut aussi de réussir dans ce domaine-là. Il faut le décrocher. Je rencontre des éducateurs ou des formateurs dans les maisons de quartier. Il y a des belles personnes qui travaillent avec ces jeunes-là au quotidien. Franchement, mais bon, j'ai des discussions avec eux, mais ça me touche vraiment. Ils sont là depuis des années pour les accompagner, pour leur dire, voilà, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Ils ont créé ces liens avec les jeunes. Et ils me disent, lui il va décrocher, lui il va finir en prison, lui il continue, s'il te plaît, viens, on va le voir ensemble. Et j'y vais. Mais je peux pas faire plus, moi. À mon niveau, je peux pas faire plus. Voilà, je t'informe, je te dis, voilà ce que tu risques, voilà ce qui va se passer, voilà les craintes qu'ils ont les éducateurs qui t'accompagnent. Maintenant, c'est à toi de bouger. On a bien parlé de RPS, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un nouveau jeu là en préparation qui s'appelle Terrain de Deal. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire en quoi ça consiste ? Terrain de Deal, c'est pas pour faire la promotion des trafics. C'est pour mettre en avant tous les préjudices et toutes les conséquences et toutes les victimes collatéraux qu'il peut avoir suite aux violences et tout ce qui se passe maintenant dans les quartiers, on va pas se cacher. Je mets l'accent sur les conséquences pour les consommateurs de chaque produit consommé. Je ne vais pas les citer parce qu'on ne veut pas faire de la pub. La consommation à longue durée, en fait, les dégâts et surtout, je me dis aussi que, voilà, par connaissance des causes, un consommateur, quand il n'a pas d'argent pour acheter sa dose, il va faire quoi ? Il va voler, il va commettre d'autres délits derrière. Il y a les rodéos tous les jours dans les quartiers. C'est un délit, hein, le rodéo. Hein. Ouais. C'est puni par la loi. Mais les gamins, ils ne savent pas. Oui, c'est juste cool. Oui. Mais ils ne savent pas. Ils disent, ouais, c'est bon, je suis mineur. Mais non. La police fait son travail en même temps. On va pas se cacher, certains jeunes n'ont plus peur de la police maintenant. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une méconnaissance de la loi. Ils se font engrainer. On est chez nous. On m'a dit un jour, ouais, c'est notre quartier, c'est notre terrain. Je dis, mais c'est pas ta mère ni ton père qui t'a acheté le terrain. Ici, c'est le quartier. Avant, il y avait les mamans avec leurs filles et les gamins qui sortaient dans le quartier pour en train de jouer, etc. Maintenant, il n'y a plus personne. Il n'y a que vous, comme des plots. Vous êtes là. Vous faites quoi ? On fait toute la journée sans rien faire ici. Vous êtes debout toute la journée. Oui, mais c'est chez nous. Mais non, c'est pas chez vous. Arrêtez, les gars. Voilà ce qui se passe. C'est malheureux, franchement. Au final, tu es passé de trafiquant de drogue, on l'a dit tout à l'heure, à prisonnier. Et maintenant, tu as été élu meilleur créateur d'entreprise de Bretagne en 2020. Talent des cités. C'était un concours de talent des cités. Meilleur créateur d'entreprise des cités. Parce qu'il y a des vrais chefs d'entreprise qui vont dire, mais attends, c'est qui celui-là ? C'est déjà très bien. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est une reconnaissance. Et c'est un prix. Et voilà, il y a des personnes qui ont voté, qui ont vu le projet dès le début, hein, qui m'ont accompagné. Ils ont dit, mais c'est super, c'est génial. J'ai gagné plusieurs concours régionaux et hier j'étais à Paris pour un concours national de Créadi, organisé par l'association Nadi, qui m'a accompagné dès le début. Comme quoi, en fait, c'est énorme en fait ce qui m'arrive. T'es fier de toi ? Je réalise pas, mais ma famille est fière de moi.
Bon, c'est le principal. Moi, je suis fier. Voilà, le téléphone, ils sont plus parce que tous les matins, ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais, si j'avais bien dormi la nuit, etc. Maintenant, ils savent ce que je fais, donc ils s'inquiètent plus. Est-ce que tu t'imaginais entrepreneur un jour ? Bon, je fais une blague, que ça va pas passer, mais je vais la faire. Avant, j'étais dans le commerce aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, on perd pas les repères. Mais ouais, c'est une vie sans stress aussi, franchement. Là, je suis passé de micro-entreprise en société, j'ai d'autres ambitions de recruter justement des détenus dans chaque région de France pour qu'ils puissent faire la prévention auprès des jeunes. Je vais participer à leur insertion et surtout, le but est de toucher plus de jeunes possible dans toute la France. Mais pour ça, j'ai besoin de l'appui des élus. J'ai besoin d'appui de tous les acteurs engagés dans la prévention de la délinquance. J'ai besoin qu'on m'ouvre les portes des collèges et des lycées. J'ai envie de leur dire que voilà, faire les cutters pour 50 € ou même pas un kebab, ils sont prêts à le faire, les gamins, ça vaut pas le coup. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Moi, soit je voulais devenir chauffeur de bus, ou soit joueur de foot. Mais le ballon a pris le dessus, en fait. Mais le genou a pris le dessus, du coup. Le genou aussi, ouais, il faut que je fasse un bandage avant chaque footing maintenant. La prison, ça m'a tué aussi, les terrains de prison, c'est du lourd. On arrive à la fin de l'entretien, merci beaucoup. On va passer aux questions plein phare. Alors, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Ah, c'est une question piège, ça. Parce que moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le 56, dans le 29, dans le 22, dans le 35. Comme on est gentil, t'as même le droit à un lieu par département, si tu veux. Ah. Moi, je vais dire Dinard à Saint-Lunaire. Je vais dire Carnac. Je vais dire 5K. Et Brest, oui, j'étais dans un bon coin à Brest, à l'entrée, vers la plage. Brest aussi, j'aime bien. J'ai encore des amis là-bas. Et maintenant, nous aussi. Justement, c'est ça ma nouvelle vie maintenant. Ça me permet de rencontrer des personnes tous les jours. Et on parle des choses bien, en blague. On parle de mon passé, parce que ça me gêne plus maintenant. Et qu'est-ce qu'il m'a dit il y a quelques jours? Il m'a dit, Arbi, ne parle plus de ton passage en prison. Je dis, mais non, tu te trompes. C'est ma journée de type de travail, ça. Si je parle pas de la prison, comment je vais dire aux gamins, arrêtez de vos conneries? Il me dit, c'est vrai, excuse-moi. C'est ça, le but, c'est de délivrer derrière un message d'espoir, un message positif. Bah, c'est ça, si on raconte pas ce qui se passe à l'intérieur, comment on veut enlever dans leur tête cette image qu'ils ont de la prison. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton? Ah. Autre question difficile. Tout à l'heure, sans les micros, je vous disais, je suis allé en Belgique, je suis allé en Italie, je suis allé en Grèce, je suis allé en Espagne. Et il y a toujours le drapeau Bretagne partout. Ouais, bah, moi, la fierté, c'est d'être supporter du Stade Rennais. Et puis on est partout. Et pour finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne? Ou l'association Moi, je vais parler d'une association qui s'appelle Optima. Cette association existe depuis 1993. C'est une association qui font de la médiation dans les collèges, dans les quartiers rennais. Plus maintenant, parce que la mairie de Rennes a fait le choix de prendre une boîte de sécurité pour faire la médiation. C'est la grosse merde. Pardon. Et c'est une entreprise qui vient de Rouen, c'est même pas une entreprise rennaise en fait. Bravo madame la maire. Et cette association-là, ils ont des médiateurs un peu partout en France, ils ont prouvé, ils ont montré leur professionnalisme. C'est des médiateurs formés pendant 9 mois, qui font un carton dans les collèges, qui font un carton dans les quartiers et qui sont respectés. Et je veux leur dire merci parce que... merci pour leur travail. On mettra le lien et les références de l'association dans les notes du podcast. C'est gentil. Et toi d'ailleurs, pour rentrer en contact avec toi, si nos auditeurs veulent te poser des questions ou simplement discuter, où est-ce qu'on peut te retrouver ton site, les réseaux sociaux? Je vais pas donner mon numéro de téléphone. Facebook Arbi Madage et LinkedIn Arbi Madage. Sinon, directement rps-lejeu.fr. Super, on remettra tout ça dans les notes également. Un grand merci Arbi de nous avoir littéralement ouvert tes portes et de nous avoir parlé avec autant de franchise et de sincérité. Le plaisir est super partagé. agréable. Un grand merci à toi. Merci à vous. Merci. Un grand merci à Arbi Madage de nous avoir partagé avec beaucoup de sincérité son parcours atypique et les coulisses de la création d'un jeu de société. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Arbi, vous pouvez retrouver les liens du site du jeu RPS et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!